Trump menace de faire exploser l'alliance militaire la plus puissante de l'histoire, et après ce que l'Europe a fait, vous pourriez même comprendre pourquoi. Voici la véritable nature de l'OTAN. Pourquoi la trahison de l'Europe lors de la guerre en Iran était impardonnable, et ce qui arrivera au monde si l'Amérique part vraiment. Bienvenue dans l'émission IRK sur JNS TV. Allons-y sans attendre. Nous sommes donc en 1945 et la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer, laissant l'Europe en ruine, des dizaines de millions de morts et un continent qui a réussi, d'une manière ou d'une autre, à produire deux guerres mondiales catastrophiques en l'espace de 30 ans. La prise de conscience s'installe lentement dans les capitales occidentales et elle est terrifiante. Si rien ne change structurellement, cela se reproduira une troisième fois. Simultanément, une nouvelle menace se prépare déjà. L'Union soviétique, qui a combattu aux côtés des Alliés contre Hitler, s'étend désormais vers l'Ouest, installant des gouvernements communistes à travers l'Europe de l'Est, un par un. La Pologne, la Roumanie et la Hongrie, avant d'avancer rapidement vers le reste de l'Europe. Les nations européennes, épuisées et ruinées après 6 années de guerre, ne peuvent absolument pas faire face seules à la menace soviétique. Ainsi, en 1949, 12 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada et plusieurs nations d'Europe de l'Ouest, se réunissent à Washington et concluent une alliance. Une simple promesse. Si l'un d'entre nous est attaqué, c'est une attaque contre nous tous et nous nous défendrons ensemble. La logique est assez simple. L'Union soviétique n'envahira pas l'Allemagne de l'Ouest si cela implique la guerre contre l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, le Canada et tous les autres membres en même temps. Donc, cette invasion n'a jamais eu lieu. Inutile de faire la guerre si l'ennemi sait qu'il ne peut pas gagner. Et c'est exactement ce qu'est l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et pendant 77 ans, cette théorie a fonctionné. Aucun membre n'a été envahi. Et sur un continent qui s'est détruit 2 fois en une génération, c'est en fait un exploit assez miraculeux. Alors, qu'est-ce que l'OTAN en réalité? Considérez l'OTAN comme l'accord de protection mutuelle le plus puissant au monde, où le fait d'adhérer vous garantit que si quelqu'un vous attaque, tous les autres viendront à votre défense, et en échange, vous contribuez à la défense collective de tous les autres. En gros, une très grande armée. Cette promesse spécifique se trouve dans l'article 5. Attaquer l'un, c'est attaquer tous les autres. Elle n'a été invoquée qu'une seule fois en 77 ans, et chose intéressante, ce n'était pas pour défendre un pays européen. Elle a été invoquée pour défendre l'Amérique après le 11 septembre 2001, lorsque des pays de l'OTAN comme la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, le Canada ont envoyé leurs soldats combattre et mourir aux côtés des Américains en Afghanistan. Quand l'Amérique avait besoin d'eux, ils sont venus. C'était tout l'objectif de l'accord, la dissuasion. Et c'est dans ce contexte que ce qui se passe en ce moment est si remarquable. L'OTAN regroupe aujourd'hui 32 membres, surtout en Europe et en Amérique du Nord. D'autres pays partenaires coopèrent avec l'Alliance, s'entraînent et partagent des renseignements, sans bénéficier de la protection totale. Israël est un allié majeur non membre de l'OTAN, ce que nous aborderons. Les membres ont une garantie de protection. Les partenaires bénéficient d'un accès privilégié. Il est essentiel de noter que chaque décision prise au sein de l'OTAN nécessite un accord unanime, ce qui signifie que chaque membre dispose d'un droit de veto. C'est à la fois la plus grande force de l'Alliance et, comme nous le verrons, une faiblesse importante. Voici ce que la plupart des analyses omettent lorsqu'elles abordent ce sujet. L'Amérique n'appartient pas seulement à l'OTAN, qui est en réalité censée être une alliance militaire de protection européenne. L'Amérique est en quelque sorte la colonne vertébrale de l'OTAN. En ce moment, il y a environ 80 000 à 90 000 soldats américains stationnés en permanence à travers l'Europe, dont 36 000 rien qu'en Allemagne. Les États-Unis y ont une présence militaire depuis 1952, avec aujourd'hui des milliers de soldats en Italie, Grande-Bretagne, Espagne, Pologne, Roumanie et dans les États baltes, répartis sur plus de 40 bases américaines en Europe. Au-delà des troupes elles-mêmes, l'Amérique fournit toute l'architecture de commandement de l'Alliance. Les systèmes de renseignement partagés, les réseaux de satellites, le parapluie nucléaire, même le commandant suprême des forces alliées en Europe, la personne qui dirige réellement les opérations militaires de l'OTAN, a toujours été un général américain. Les États-Unis consacrent environ 3,5% de leur revenu national à la défense et financent environ 60% de l'ensemble des dépenses de défense de l'OTAN, tandis que les 31 autres membres couvrent les 40% restants. La contribution permanente de l'Amérique à la sécurité européenne est environ 8 à 9 fois plus importante que tout ce que le reste de l'Alliance engage sur la ligne de front. Sans l'Amérique, l'OTAN perd le système d'exploitation sur lequel tout le reste fonctionne. Clarifions aussi rapidement quelque chose que la plupart des gens ont tendance à mal comprendre.
Il existe en fait deux sujets distincts évoqués quand on parle du budget de l'OTAN. La première correspond au budget organisationnel réel de l'OTAN, couvrant le siège, les commandements conjoints et les infrastructures partagées, soit environ 5 milliards d'euros en 2026 répartis assez équitablement entre les membres. La seconde, c'est le total des dépenses de défense des 32 membres réunis, et c'est de cela que Donald Trump parle réellement. Lorsque vous additionnez le budget militaire de chaque pays, chaque soldat, chaque navire, chaque avion de chasse, le total en 2025 dépassait 1,4 billion. La part des États-Unis à elle seule était de 838 milliards, l'Europe et le Canada ensemble environ 500 milliards. Cela signifie que les États-Unis dépensent plus en défense que tous les autres membres de l'OTAN réunis et leur part représente 60% de tout ce que l'Alliance entière a dépensé. Mais voici où cela devient confus. Les États-Unis ne font pas un chèque de ce montant à l'OTAN. C'est simplement que l'armée américaine est tellement dominante et qu'une si grande partie est déployée pour protéger l'Europe que cela éclipse la contribution de tous les autres membres réunis. C'est précisément pour cette raison que l'Europe a laissé diminuer exponentiellement ses forces armées. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991 et que la guerre froide a pris fin, les pays européens ont pris une décision collective discrète. La menace avait disparu. La paix revenue, ils pouvaient réallouer les budgets de défense à des programmes sociaux, à la santé, à l'État-providence et à l'éducation subventionnée, car pourquoi financer chars et soldats quand l'Amérique assurait leur protection gratuitement? Pendant 30 ans, les budgets de défense européens ont régulièrement diminué. Et en 2014, seuls 3 des 30 membres de l'OTAN respectaient la directive de base consistant à consacrer 2% de leur revenu national à la défense. 3 sur 30. Pensez à ce que cela implique pour les capacités de l'OTAN. Le budget de la défense de l'Espagne en 2022 était identique en termes réels à ce qu'il était en, attendez, 2008. Une décennie entière sans aucune croissance, alors que la Russie se réarmait, augmentant ses dépenses de défense de 300% et que la Chine les augmentait aussi de 600%. Pendant ce temps, l'Amérique continuait de payer, de stationner des troupes, de garantir la sécurité de l'Europe. Mais voici l'histoire plus profonde derrière ces chiffres, car il ne s'agit pas seulement de budget. Il s'agit en réalité d'un changement fondamental dans la façon dont les sociétés européennes en sont venues à se percevoir elles-mêmes. Après la guerre froide, une génération de dirigeants a adopté l'idée que l'identité nationale et les frontières n'avaient plus d'importance, et que la puissance militaire était un vestige d'une époque plus barbare. Le projet européen reposait sur l'idée que coopération et dialogue remplacèrent le conflit, rendant inutiles les armées face aux institutions internationales. Oh là là! Cela paraît idéaliste, mais cela a réellement laissé ces pays structurellement faibles. Ce qui est remarquable et que peu oseraient dire, c'est que cela faisait partie d'un plan. Mais hélas, pas du plan de l'Europe. La doctrine soviétique, puis celle des mouvements islamistes radicaux, n'a jamais visé avant tout la défaite militaire de l'Occident. L'objectif était de le démoraliser, d'inciter les populations occidentales à renoncer à se défendre en diffusant une propagande qui sapait la fierté nationale, rendait le patriotisme suspect et convainquait que leur civilisation ne valait pas d'être protégée. Et pendant que cela se produisait, tandis que l'Europe réduisait ses dépenses militaires et se persuadait que la guerre était obsolète, la Russie dépensait 300% de plus. La Chine dépensait 600% de plus, et l'Iran construisait discrètement des forces supplétives à travers le Moyen-Orient. Ceux qui cherchaient à affaiblir l'Occident se renforçaient, pendant que l'Occident pensait ne plus avoir à l'être. Nous voyons aujourd'hui les conséquences de cette expérience. La correction n'a débuté qu'après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, signal d'alarme que 3 décennies de pression américaine n'avaient pas déclenché. Et en 2025, les 32 membres avaient enfin atteint l'objectif des 2% pour la première fois. Il a fallu une guerre terrestre menée par la Russie en Europe pour en arriver là. Soyons honnêtes, la guerre entre la Russie et l'Ukraine semble déjà appartenir au passé. Pourquoi cela devient-il soudainement un sujet? Analysons la situation. Lorsque l'Amérique a lancé ses opérations militaires contre l'Iran, le principal État soutenant le terrorisme dans le monde, je vous le rappelle, plusieurs de ses alliés de l'OTAN, qui dépendent de l'Amérique depuis tout ce temps, ont refusé d'ouvrir leur espace aérien aux avions militaires américains. L'Espagne a fermé ses bases, l'Allemagne a refusé de participer et la France a appelé à la fin de la guerre. Dès le premier jour, avec Macron, le merveilleux, fort, courageux Macron, déclarant que la France n'a pas choisi cette guerre, nous n'y participons pas. Même si Keir Starmer veut s'attribuer le mérite du succès, le Royaume-Uni, durant ce conflit, n'a été sollicité que pour permettre le transit d'avions américains via une base britannique, une demande minime et presque embarrassante.
Pas pour lancer des attaques ni pour mettre les soldats britanniques en danger, mais simplement pour laisser passer un avion américain, et Starmer a dit non. Mais ensuite, cela a empiré. Lorsque Trump a tenté de former une coalition pour rouvrir le détroit d'Ormuz, alors que le blocus iranien commençait à détruire les marchés énergétiques européens plus que ceux des États-Unis, ces mêmes pays n'ont pas simplement refusé de participer. Ils ont publiquement et bruyamment refusé les uns après les autres devant le monde entier. La chef de la diplomatie de l'UE a annoncé qu'il n'y avait aucune volonté de participer. L'Allemagne, l'Italie et le Japon ont écarté l'envoi de navires. Et en agissant ainsi publiquement, ces pays ont activement sapé Donald Trump et la position de négociation des États-Unis avec l'Iran pendant la période la plus sensible du conflit. L'Iran constatait l'isolement de l'Amérique et l'absence de la coalition promise par Donald Trump, donnant ainsi à Téhéran un levier juste quand l'Amérique avait besoin du soutien de ses alliés. Des pays qui dépendent entièrement des garanties de sécurité américaines affaiblissaient la position des États-Unis lors de négociations en cours sur une guerre qui affectait leur approvisionnement énergétique bien plus que celui de l'Amérique. Nous savons que Donald Trump ne prend pas la trahison à la légère, mais c'était plus un coup de poignard direct dans l'œil que dans le dos. Marco Rubio, qui a passé des années à être l'un des plus fervents défenseurs de l'OTAN, l'a dit clairement. Quand nous avons besoin qu'ils nous permettent d'utiliser leurs bases militaires, leur réponse est non. Pourquoi sommes-nous dans l'OTAN? Beaucoup se posent cette question aujourd'hui. Pour y répondre, il faut comprendre la vraie raison des choix des dirigeants européens. Réticents à affronter l'Iran, ce qui dépasse un simple désaccord politique avec Trump. Avant la guerre, l'Europe entretenait des relations économiques stables avec l'Iran et après l'accord nucléaire de 2015, les entreprises européennes se sont empressées de commercer avec ce pays. Lorsque Trump s'est retiré de l'accord en 2019, l'UE a en fait créé un mécanisme financier spécial appelé INSTEX, conçu spécifiquement pour permettre aux pays européens de continuer à commercer avec l'Iran tout en contournant les sanctions américaines. L'Europe a délibérément contourné la politique américaine pour préserver sa relation avec le principal État parrain du terrorisme. Outre le commerce direct, l'Europe dépend aussi beaucoup de l'énergie du Golfe. Après que la Russie a coupé les livraisons de gaz par gazoduc en 2022, les pays européens ont rapidement signé des contrats avec le Qatar et les Émirats arabes unis, remplaçant une dépendance par une autre. Ces États du Golfe ont leurs propres accords discrets avec l'Iran, ce qui pousse à maintenir la situation gérable plutôt qu'à la résoudre. Je veux dire, l'ironie dans tout cela, c'est que c'est précisément cette énergie que l'Iran attaque maintenant et que Donald Trump essayait de protéger, mais qui s'en soucie? En plus de tout cela, la France compte environ 6 à 7 millions de résidents musulmans, soit environ 9 à 10 de sa population, et la plus grande communauté islamiste d'Europe occidentale. L'Allemagne en compte entre 5 et 6 millions, la Grande-Bretagne entre 4 et 5 millions, et d'ici 2050, les projections suggèrent que la France pourrait être composée de près de 18 de musulmans, et l'Allemagne approcher les 20. C'est probablement la véritable raison. Tout homme politique européen qui soutient ouvertement une action militaire contre la République islamique s'expose immédiatement à des conséquences politiques. Et ce calcul électoral finit par façonner la politique étrangère d'une manière qui est rarement reconnue dans le langage diplomatique courtois. Rien de tout cela ne rend le comportement européen acceptable, cependant. Cela le rend simplement un peu plus compréhensible. Ils sont faibles et ils flattent les islamistes dans leur pays. Ils choisissent leurs intérêts économiques et leurs calculs électoraux au détriment non seulement de la solidarité de l'Alliance, mais aussi de leur propre sécurité, et cela tout en étant protégés par un parapluie militaire américain qu'ils n'ont jamais vraiment payé à sa juste valeur. D'ailleurs, ce n'est pas sans rappeler ce que nous avons vu avec Israël. Ils condamnent publiquement le pays, mais en secret, ils le supplient de les aider lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme. L'Europe est devenue cet enfant riche et gâté qui pense pouvoir s'en prendre à ses parents sans conséquence, mais cette époque pourrait toucher à sa fin car on ne s'en prend pas à Trump sans en subir les conséquences. Je précise qu'il existe une différence importante entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, l'Est étant fermement du côté de l'Amérique. La Pologne figure parmi les pays de l'OTAN qui consacrent la plus grande part de leur PIB à la défense. Les États baltes atteignent ou dépassent l'objectif et souhaitent progresser davantage, tandis que la Roumanie a renforcé son armée. Ce sont sans surprise des pays qui ont vécu sous l'occupation soviétique. Ils savent par expérience à quoi ressemble réellement l'agression russe et ce que cela signifie de n'avoir personne pour venir vous aider. Elles sont présentes, elles dépensent, et elles ne passent pas leur temps à faire la leçon au monde sur la soi-disant terrible position de l'Amérique.
J'ai toujours affirmé que nos ennemis veulent réécrire l'histoire parce que la mémoire et le souvenir des menaces sont puissants. Les pays qui se souviennent des dangers de l'invasion ont la clarté morale. La comparaison avec des pays d'Europe occidentale riches comme la France, l'Allemagne et l'Espagne est évidente. Ce sont eux qui ont été protégés le plus longtemps, qui ont le moins contribué et qui en ont le plus profité. Et ce sont eux qui sont là à dire non. Comme l'a dit Harry Fleischer, l'ancienne porte-parole de la Maison-Blanche, les pays d'Europe de l'Est sont le cœur de l'OTAN. Ils dépensent de l'argent pour la défense, savent se battre et aiment les États-Unis. La France mérite particulièrement d'être pointée du doigt et blâmée. Que ce soit soutenir la Chine et la Russie à l'ONU ou refuser le survol aux Américains, ils font ce qu'ils ont toujours fait. Ils montrent leur faiblesse et concluent des accords avec des terroristes. Alors que l'Europe occidentale s'est révélée être le pire allié de tous les temps, Israël s'est révélé être l'un des meilleurs. Ce qui soulève la question, pourquoi Israël n'en fait-il pas partie? Honnêtement, c'est assez simple. Pour entrer dans l'OTAN, il faut l'accord unanime des 32 membres et sans surprise, la Turquie, qui est membre de l'OTAN, opposerait son veto à l'adhésion d'Israël, ayant déjà bloqué la participation israélienne aux exercices militaires de l'OTAN depuis des années. En raison des populations musulmanes en Europe occidentale, d'autres membres seraient aussi mal à l'aise avec un vote positif. Politiquement, cela n'arrivera pas. Mais plus important encore, une adhésion à l'OTAN ne serait peut-être pas réellement dans l'intérêt d'Israël. Être membre à part entière signifie consulter l'Alliance avant toute opération militaire majeure. Il faut se demander, imaginez-vous qu'Israël doive obtenir l'accord de 32 pays dont la Turquie et des États ayant qualifié ces opérations de crimes de guerre avant de frapper une installation nucléaire iranienne? La capacité de Tsahal à agir de manière indépendante, rapidement et sans demander la permission à un comité est l'un de ses atouts stratégiques les plus essentiels, et l'adhésion à l'OTAN mettrait cela en danger. Soyons honnêtes. Le statut actuel d'Israël en tant qu'allié majeur non membre de l'OTAN lui offre les avantages de la coopération sans les contraintes, et c'est vraiment la bonne formule. Je veux dire, regardez comment ce groupe de pays a été prêt à traiter les États-Unis, qui financent pratiquement la moitié de leur mouvement. Comment pensez-vous qu'il traiterait Israël, qu'il méprise ouvertement et publiquement? Je vous laisse imaginer. Mais revenons au sujet de cet épisode. L'Amérique devrait-elle quitter l'OTAN, comme Donald Trump le menace actuellement, ou devrait-elle rester? Les deux côtés de cet argument ont de vrais mérites, et il vaut la peine d'être honnête à propos des deux. L'argument en faveur d'une réduction de l'engagement américain dans l'OTAN est simple, même si l'on laisse de côté l'argument du «l'Amérique d'abord» ne devrait se soucier de personne d'autre. L'Alliance a permis 30 ans de parasitisme de pays refusant de financer leur défense tout en profitant de la protection américaine. Ils ont ensuite refusé d'aider pendant la guerre avec l'Iran, maintenant des accords secrets avec ce pays. Trump a raison. Une alliance ne doit pas être à sens unique. Les États-Unis ont des priorités stratégiques, notamment la Chine, et les 80 000 soldats en Europe pour protéger des pays qui viennent de fermer leur espace aérien ne sont pas vraiment justifiés. Cependant, les arguments contre sont également sérieux. Ces mêmes 80 000 soldats ne protègent pas seulement l'Europe, ils projettent la puissance américaine. Ces bases permettent aux États-Unis d'intervenir en quelques heures lors de crises régionales. Disons que la base aérienne en Allemagne est l'un des centres logistiques les plus importants de l'armée américaine dans le monde. Et voici l'ironie la plus frappante. Même en menant la guerre contre l'Iran et les plaintes sur l'OTAN, les États-Unis dépendent toujours de l'espace aérien et des bases européennes pour mener cette guerre. Ils ne pourraient agir sans l'infrastructure fournie par l'OTAN, mais cela pourrait être résolu. La véritable raison et le problème que pourrait poser la sortie de l'OTAN, c'est que cela affaiblirait la dissuasion face à la Russie, précisément au moment où la Russie mène sa plus grande offensive de la guerre en Ukraine, ce qui encourage Poutine au pire moment possible et met l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne en réel danger. Des pays qui n'ont absolument rien fait de mal et qui se sont comportés comme de véritables alliés. Nous savons que la Russie et l'idéologie russe sont des ennemis jurés de l'Occident, et en ce moment, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour leur donner le courage d'aller de l'avant et de s'étendre. Alors, que va-t-il réellement se passer ensuite? Trump ne peut pas quitter officiellement l'OTAN sans le Congrès, puisque la loi de 2023 l'en empêche spécifiquement. Voici ce qu'il peut faire et ce qui est en discussion. D'abord, il peut retirer des troupes. Des rapports cette semaine confirment qu'il prévoit de retirer ses troupes d'Espagne et d'Allemagne pour les ramener aux États-Unis, au lieu de les redéployer ailleurs en Europe. Le Pentagone aurait déjà informé les alliés européens qu'ils pourraient devoir assumer la responsabilité principale de la défense d'ici 2027. Et si cela se produit, l'Europe aurait besoin d'environ 300 000 soldats supplémentaires.
C'est bien plus de puissance que ce qui existe actuellement. Et il n'est pas certain qu'il puisse atteindre cet objectif d'ici 2027. Trump peut aussi quitter la structure de commandement de l'OTAN. La France a déjà fait cela en 1966 en quittant le commandement militaire, mais en restant membre politique, ce qui viderait de sa substance la capacité opérationnelle de l'Alliance sans mettre officiellement fin à l'OTAN. Il peut aussi cesser de s'engager explicitement envers l'article 5 sur lequel Trump a déjà exprimé des doutes. Et si les adversaires cessent de croire que la garantie est réelle, la dissuasion, qui est l'élément principal de l'OTAN, s'effondre en quelque sorte sans que le traité ne change vraiment. Il peut aussi exiger des contributions financières des pays qui accueillent des troupes américaines, en gros une sorte de raquette de protection, ce qui changerait fondamentalement la nature de l'accord. Il peut entreprendre de nombreuses actions pour réformer et améliorer l'OTAN. Maintenant, alors que tout le monde se concentre sur la question de savoir si l'Amérique doit ou non, voici l'ironie dont la plupart des gens se souviendront probablement. La pression de Trump pourrait en fait être ce qui sauve l'Europe, même si pour l'instant cela semble compliquer les choses. Si le fait d'être obligé de payer pour sa propre défense et de développer de véritables capacités militaires aboutit à une Europe capable de se protéger elle-même, elle pourrait sortir de cette crise plus forte et plus autonome qu'à n'importe quel moment depuis la guerre froide. L'inconfort d'être obligé de grandir pourrait produire la seule chose que des décennies de pression américaine n'ont pas pu obtenir. Une Europe qui n'a plus besoin que quelqu'un d'autre assure sa défense. L'Allemagne vient d'édicter une règle selon laquelle les hommes à partir de 18 ans doivent obtenir une autorisation pour quitter leur pays, alors qu'elle se prépare à une possible escalade qui pourrait même mener à une guerre. Le problème avec l'Alliance, c'est qu'elle ne fonctionne que si ses partenaires sont forts. Et l'Europe se rend compte qu'elle est faible et elle s'en rend compte très rapidement. Tout le monde évoque l'OTAN concernant la guerre avec l'Iran, mais c'est en réalité plus crucial pour le conflit Russie-Ukraine. Parce que pendant que tout cela se déroule, les débats, les menaces et les délibérations, la Russie a lancé cette semaine sa plus grande attaque de drones contre l'Ukraine, avec près de 1000 drones en une seule nuit. Regardant l'Alliance occidentale se disputer publiquement tout en menant une offensive en même temps, les pays qui sont vraiment effrayés en ce moment ne sont pas la France ou l'Allemagne. Il s'agit de l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, pays frontaliers de la Russie ayant rejoint l'OTAN, car ils connaissent l'agression russe et savent ce que cela signifie sans garanties américaines. Pour eux, l'engagement de l'article 5 est existentiel, et toute érosion de la crédibilité américaine change complètement leurs calculs en matière de sécurité. Plus que tout, l'OTAN agit comme une force de dissuasion, et si son principal contributeur se retire potentiellement, ou du moins dénonce son inefficacité, la dissuasion chute drastiquement. La restructuration annoncée de l'OTAN, donnant plus de responsabilités à l'Europe, augmentant les dépenses et rendant la relation avec l'Amérique plus transactionnelle, semble être la bonne voie à long terme. L'Europe devrait financer sa propre défense, et la question est seulement de savoir si cela se fera lors d'une transition organisée ou lors d'une crise qui laisserait des failles que la Russie pourrait potentiellement exploiter. La Russie est une ennemie des États-Unis et de leur idéologie, et c'est quelque chose dont Donald Trump se méfie. Mais si les Américains sont si méfiants à l'idée que leurs impôts servent à financer des conflits étrangers qu'ils ne comprennent pas, c'est un sujet sur lequel ils devraient peut-être réfléchir. L'OTAN est-elle un gaspillage pour les États-Unis ou répond-elle à leurs besoins géopolitiques? À bien des égards, cette question ressemble à celle de l'alliance entre les États-Unis et Israël pour se défendre contre le terrorisme. Mais la différence entre les deux est énorme. Israël a prouvé à maintes reprises sa loyauté sans jamais trahir les États-Unis. Mais la véritable question ici est plus profonde. Est-ce qu'être dépendant d'un autre pays est une manière intelligente d'avancer dans un contexte politique instable, ou bien le nationalisme commence-t-il à faire son retour? Pour Israël, la leçon reste la même. Renforcer sa propre puissance, développer ses propres capacités, établir des partenariats fondés sur des intérêts communs plutôt que sur des sentiments partagés, et ne jamais faire dépendre sa survie d'une alliance dont la solidité dépend de la capacité de 32 nations à se mettre d'accord. Netanyahou et une grande partie du public israélien le disent depuis des années, mais ces dernières semaines ont vraiment prouvé, en temps réel, qu'ils avaient raison. L'Europe fait face à une crise, et il est grand temps qu'elle apprenne enfin à y faire face. Ils en sont arrivés au point où ils sont prêts à trahir leurs véritables amis au moment où ils ont le plus besoin d'eux, et les conséquences pourraient être l'effondrement de l'OTAN. Je ne suis pas quelqu'un qui croit beaucoup en ces organisations, mais je reconnais l'importance de la force et de la dissuasion. Et en ce moment, ce sera le point central et la question principale. Qu'adviendra-t-il de l'OTAN? Nous verrons avec le temps. Je suis IRK et je vous dis à la prochaine.